des places devant. Bonjour, good morning, etc. On le redit à chaque fois, mais c'est un concept étonnant de se lever le matin aussitôt. Et puis d'autant plus étonnant que le thème qui nous a été fixé aujourd'hui, c'est un thème qui est évidemment pas facile, la mort. Et d'ailleurs, on le voit ici dans cette salle qui est un peu clairsemée par rapport à d'habitude. C'est vraiment un sujet que les gens n'aiment pas spécifiquement aborder. Et pourtant, c'est quelque chose qui est au quotidien, qui appartient au quotidien de nos vies, puisque cette échéance est toujours marque en fait notre envie de vie, notre envie de quotidien, au quotidien, de vivre au quotidien. Donc voilà, ça a été à la fois difficile et facile de trouver l'intervenant aujourd'hui. On est passé par plein de choix, effectivement, avec l'équipe qui est ici aujourd'hui, mais pour se réorienter vers Lionel Pourteau, donc qui est ici, là, juste à côté de moi. Lionel qui est, moi que je connais personnellement depuis bientôt quasi une vingtaine d'années, faut pas, ouais, c'est ça, ça voudrait dire qu'on est vieux et qu'on s'approche de la mort, mais mais on se connaît depuis une vingtaine d'années, mais surtout c'est quelqu'un qui est extrêmement doué et curieux de beaucoup de choses, mais qu'on a invité aujourd'hui parce qu'il a sorti donc un livre en mai dernier, que je montre comme ça aux caméras, qui s'appelle Prédire et prévenir le cancer, puisque Lionel donc, a passé, en tout cas dans son parcours, qui a aujourd'hui de nombreuses ramifications, qui a en tout cas été donc chercheur au département de recherche en éthique de l'Université de Paris-Sud et à la direction clinique de l'Institut de cancérologie de Paris, entre autres, puisqu'aujourd'hui, donc, Lionel, qui travaille aujourd'hui pour Habitat Humanisme, et entre parenthèses, qui travaille à l'accueil des réfugiés et cherche des lieux, toujours se bat au quotidien pour trouver des lieux aux gens qui en ont besoin aujourd'hui. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, donc, qui va être plutôt passionnant, parce que c'est la quête permanente de dépasser, de prolonger évidemment la vie. Et la science qui avance sur ce chemin-là, puisqu'aujourd'hui, potentiellement, on a tous dans nos gènes qui sont de plus en plus lisibles, on va dire, je le dis comme ça avec mes mots, qui sont de plus en plus lisibles, on va avoir la capacité de nous dire le moment auquel potentiellement un jour la maladie ou en tout cas la mort devrait potentiellement se présenter. Et je vais vous laisser je vais laisser Lionel nous expliquer tout ça. Vous allez voir, ça va être passionnant et je pense que ça va déclencher pas mal de questions juste derrière. Voilà. Merci. Merci Cédric de cette présentation. Oui, cette émission est enregistrée un 1er décembre. Et le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et même si on va parler d'autre chose que du sida, c'est important de partir là-dessus parce que justement, le sida est un parfait exemple, et ça sera le côté optimiste de cette réunion, d'une grande victoire humaine contre une maladie. Les traitements contre le sida sont sûrement la plus grande réussite médicale de toute l'histoire de l'humanité. Nous avons vécu très longtemps avec des pathologies sur lesquelles nous ne pouvions quasiment rien faire. La lèpre, la peste qui a décimé, la grippe qui ont décimé les populations humaines pendant des millénaires et des millénaires, et d'autres maladies qui ont été très longtemps invisibles, puisque quand on dit qu'on meurt de façon naturelle, c'est juste qu'on ne connaît pas le nom de la maladie duquel on meurt, comme les maladies cardiovasculaires. Mais le sida a cette spécificité d'être une maladie qui apparaît, on va dire, au tournant des années 80, et on parlait de nos âges respectifs. En 1989, moi j'étais en 3e et on avait des cours
d'instruction civique et un peu d'instruction sexuelle sur le coup, où on nous montrait des graphiques, où on disait, voilà, le sida en Afrique, dans les années 2010, il n'y aura plus que des très jeunes gens et des très vieux, parce que le continent africain aura été décimé par le sida. Il y aura eu, au début du XXIe siècle, 700 millions de morts à cause du sida. C'est ça qu'on nous prédisait en suivant les lignes épidémiologiques sur le sida dans le monde il y a 30 ans. Or, aujourd'hui, le sida est une maladie qui a été quasiment neutralisée par les compétences humaines. En France, les plus hauts taux de mortalité du sida, c'est dans les années 93-94. Et c'est combien de morts par an? 3 4 000. Aujourd'hui, le sida tue entre 500 et 700 personnes par an, ce qui est évidemment un drame pour ces personnes-là. Mais vous voyez à quel point on a réussi en 30-40 ans à maîtriser complètement une maladie. Et même aujourd'hui, les gens qui ont le sida, quelque part, c'est une maladie qui s'est chronicisée, qui est devenue un peu comme le diabète. Et vous avez une espérance de vie assez élevée quand vous avez le sida, 2 ans de moins que l'espérance de vie générale. Donc je voulais partir sur ce point pour montrer comment l'être humain, lorsqu'il s'en donne les moyens, lorsque la civilisation humaine le veut, peut dans certains cas arriver à quasiment neutraliser une pathologie qui paraissait extrêmement menaçante 30 ans plus tôt. Mais mon deuxième exemple va venir sur une maladie qui, elle, par contre, est beaucoup moins maîtrisée, qui est la question du cancer, des cancers plus exactement. Puisque je vous ai donné des chiffres pour le sida, c'est une maladie qui a fait très très peur, mais le cancer à côté, c'est pas pareil. Le cancer en France, c'est 350 000 nouveaux cas par an et 150 000 morts par an. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Et en fait, c'est une pathologie où là aussi, on n'a progressé que très peu et très lentement, alors qu'on y met des sommes considérables. Les pays développés donnent dans la lutte contre le cancer, recherche et soins l'équivalent de 1% de leur PIB. Vous voyez quelle somme absolument colossale on met sur ces traitements-là pour des résultats, hélas, plutôt modestes en termes d'avancée. Ceci dit, et c'est le sujet de notre discussion, il y a eu une percée majeure au tournant des années 2000, pas tellement d'ailleurs initialement pensé sur le sida, mais à partir du décryptage du génome. Donc le génome humain a été décrypté totalement, on va dire, autour des années 2000. Et là, on va découvrir à un niveau de précision ce qu'on va appeler des gènes de susceptibilité. Avant, les statistiques sur la maladie, c'était des statistiques sur des populations. Par exemple, je vois devant moi un certain nombre de jeunes femmes, et donc je peux en prendre une au hasard et lui dire que cette jeune femme a 8% de risque de développer un cancer du sein durant sa vie. C'est le chiffre moyen. Parce qu'on prenait l'ensemble de la population et on définissait le nombre de personnes qui avaient un cancer, et donc on avait des résultats. Sauf qu'avec la découverte du génome, on s'est aperçu que ces chiffres grossiers, au sens mathématique du terme, pouvaient être affinés. Une d'entre vous, par exemple, mesdames, porte un gène qui s'appelle HER2. C'est un gène qui fait que vous avez beaucoup plus de risques de développer un cancer du sein et des ovaires, et qu'il était initialement beaucoup plus grave. Parce que si vous aviez ce gène, votre taux de survie passait de à peu près 80%, on survit à 80% dans le cas d'un cancer du sein, à 10% si vous aviez ce gène. Donc c'était un facteur aggravant. Mais là aussi, le génie humain a dit, mais attention, si ce gène est un facteur aggravant du cancer du sein, est-ce que je ne pourrais pas inventer un médicament ciblant exactement ce gène et qui fait que ce qui était jusqu'ici un facteur aggravant, si je trouve le bon médicament qui frappe le bon gène, eh bien le fait d'avoir ce gène-là, au contraire, permettra d'avoir une efficacité médicamenteuse beaucoup plus grande. Et c'est ce qui s'est passé. On a développé un médicament, l'Herceptine en l'occurrence, qui pour ces femmes-là, qui avaient ce gène de prédisposition-là, qui en faisait des gens beaucoup plus susceptibles d'être touchés et tués par la maladie, eh bien parce qu'on avait développé le médicament spécifique à ce gène-là,
eh bien désormais ça devenait plutôt un facteur de guérison, parce qu'on avait le bon médicament pour le bon gène défectueux. Donc c'était évidemment, et c'est évidemment, un progrès extrêmement significatif. Mais, et c'est sur ça qu'on va réfléchir, vous voyez bien que du coup, on commençait à ouvrir une boîte de Pandore. Le gène trouvé sur vous permettait de définir le risque que vous aviez de développer telle maladie. C'est valable pour le cancer du sein. Mais on a très vite compris que ça pouvait devenir valable pour plein d'autres choses. En décryptant votre génome, je pouvais savoir si vous aviez plus ou moins de risques de développer des maladies cardiovasculaires, plus ou moins de risques d'être allergique, plus ou moins de risques de développer tel type de cancer, plus ou moins de risques de métaboliser certaines graisses ou pas. Et donc, le décryptage du génome entraînait une liste de prédispositions qui nous permet de plus en plus de savoir qu'est-ce qu'il est probable d'arriver ou pas. Et donc, se pose derrière la question de notre libre arbitre. Il y a une école philosophique qui a particulièrement réfléchi sur la question de la mort, une école antique, c'est les stoïciens. Et il y a une phrase d'Épicure sur la mort qui dit « Les êtres humains n'ont pas à s'occuper de la mort. Soit vous êtes vivant et vous n'êtes pas mort, soit vous êtes mort et vous n'êtes plus vivant. Donc d'une certaine façon, ce n'est pas votre sujet de vous préoccuper de ça. » Et c'était d'autant plus vrai que c'était une époque où la mort intellectuellement pouvait survenir, enfin physiquement pouvait survenir n'importe quand, qu'on ne pouvait pas le prédire, et qu'en plus, comme dans les croyances, on pouvait avoir la magie, les dieux, etc., qui pouvaient tout régler. Donc en effet, autant ne pas se préoccuper de ce genre de questions. Nous sommes à une époque où c'est un peu différent. Déjà, on croit un peu moins à la capacité des dieux ou du dieu à intervenir en faisant des miracles pour nous sauver, mais à la place, nous avons ces données chiffrées, mesurables, qui nous permettent de définir la menace, quand elle va arriver, et même de définir à l'avance que tel type de médicament, ce n'est pas la peine de vous le donner, parce que pour vous, vu votre spécificité génétique, ce médicament-là, il est inutile. Et donc vous voyez à quelle mesure on peut contraindre le destin de votre vie, l'analyser sur des questions de santé. Et le risque aussi, c'est que pour contrer cette probabilité, on transforme sa vie d'une façon plus ou moins tolérable. Par exemple, je garde, parce que c'est sur ça que j'ai travaillé, le cas du cancer du sein, pour vous, mesdames. Comment faire pour réduire le risque de développer un cancer du sein? Premier enfant à 18 ans. Ça serait bien que vous en ayez 6 durant votre vie entière, donc le dernier vers 40 ans, évidemment, que vous allaitiez 18 mois chacun de ces enfants, que vous, évidemment, vous ne fumiez pas, vous ne buviez pas, pas d'alcool, pas de graisse, pas de sucre. Bref, si vous voulez vivre vieux, ayez une vie, excusez-moi l'expression, de merde. Qu'est-ce que vous choisissez? Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas seulement pour vous, mais ça va être aussi pour vos enfants. Si je trouve un gène de prédisposition à un cancer sur l'un ou l'une d'entre vous, vous le transmettez ou pas? Vous faites des enfants ou pas? Alors il y a certains cas où la question se pose de façon radicale. Il y a par exemple un syndrome dit de l'ifroménie. C'est une forme de cancer particulièrement redoutable, génétique, qui fait que vous allez développer à partir de l'âge de jeune adulte tous les cancers les uns après les autres jusqu'à ce que vous mouriez à 40 ans à peu près. Mais il y a une petite marge de manœuvre avant qu'on le détecte qui fait que vous pouvez faire des enfants entre-temps. Donc vous allez transmettre cette maladie mortelle à vos enfants et puis cette maladie va se révéler chez vous. Mais entre-temps, vous l'aurez déjà transmis à vos enfants. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous demandez à connaître toutes les spécificités de votre corps, de votre génome, pour savoir quels sont les bons comportements et savoir si oui ou non vous devez vous reproduire? Et quelle est la vie qui va avec? Mais en même temps, c'est compliqué, parce que vous pouvez condamner des gens à d'atroces souffrances si vous n'en prenez pas garde. Je vous donne un exemple, je reviens toujours sur le cancer du sein. Admettons que vous développiez un cancer. On va vous faire une réunion avec un médecin, et le médecin va vous dire
Est-ce que vous avez des cancers dans votre famille? Et là, vous réfléchissez, eh bien oui, il y a votre cousine et il y a votre tante. Donc en gros, il va y avoir une prédisposition, enfin un doute que vous pouviez avoir un gène prédisposant au cancer du sein. Quelque part, la maladie et ce cancer, c'est le vôtre. C'est vous qui décidez. Si vous voulez en parler aux autres, si vous voulez le garder pour vous, c'est le colloque singulier entre le médecin et le malade qui compte. Sauf que si on découvre que vous êtes porteur de ce gène-là, ça veut dire qu'il y a une chance sur 2 que toutes les femmes de votre famille le portent aussi. Vos tantes, vos sœurs, vos filles, vos cousines. Et là, le médecin doit vous dire, mais vous voyez, quand on sait que vous avez ce gène-là, on va induire un traitement médical particulier, ce qu'on ne ferait pas si on n'était pas au courant. Donc, savoir que vous êtes porteur de ce gène, c'est vous donner un traitement particulier qui accroît vos chances de survie. D'accord? Sauf que du coup, ça serait bien que vous le disiez à toutes les personnes féminines de votre famille. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'obligation de révéler à votre famille que vous êtes vous-même malade. Parce que si vous ne le faites pas, vous leur faites perdre des chances d'avoir le bon traitement si par mégarde elles sont aussi porteuses du gène. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aviez forcément envie de parler de ça avec votre sœur avec qui vous êtes fâché, ou avec votre fille qui est encore à peine majeure? Et si vous ne le faites pas, vous aggravez leur risque de mourir à elles. Et donc, le légiste, celui qui fait la loi, a donc trouvé une solution. Vous êtes en capacité ou pas de le dire à votre famille, mais si vous ne le faites pas, c'est moi le médecin qui vais le faire. Et je vais envoyer à toutes les femmes de votre famille une lettre type qui disait « Madame, je suis le docteur machin, une personne de votre famille dont je ne peux vous donner l'identité, secret médical, est porteuse d'un tel gène, vous pouvez la voir, je ne saurais que trop vous conseiller de venir faire le test chez nous. » Vous imaginez l'ambiance au dîner de famille suivant le dimanche. Toutes les femmes de la même fratrie qui ont reçu la même lettre et qui se disent « Mais tu crois que c'est Simone? Moi je crois que c'est plutôt Catherine. Elle nous aurait menti, elle nous met en danger, etc. etc. » Voilà en quoi ces lectures des prédispositions qui sont dans notre corps et dans notre volonté légitime, infiniment humaine, de vouloir lutter contre notre propre mortalité, va transformer nos vies et va faire peser le futur sur le présent. Et c'est le propre de nos sociétés individualistes, de vouloir contrôler ce qui nous arrive et de considérer que le destin, le fatum, c'est quelque chose contre lequel nous avons le devoir de lutter. Et on s'aperçoit qu'on veut tout contrôler. Si vous réfléchissez la continuité de ces dispositifs, lorsque la mort s'approche, posons-nous la question de la fin de vie. Eh bien là, c'est pareil. Les gens veulent aussi avoir le contrôle sur leur mort. Quand on dit les directives ou la personne de confiance, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, l'individu présent n'a pas confiance dans son individu soi-même futur. Et il préfère prendre les décisions maintenant, 1 an, 6 mois, avant l'arrivée de la maladie, parce qu'il se dit, au cas où après je sois trop lâche pour prendre les bonnes décisions, je préfère décider avant. C'est-à-dire que vous gardez un contrôle parce que vous doutez de vous-même dans le futur. Et vous voulez que ça se fasse. Et même quelque part, on en discutait tout à l'heure, les cérémonies mortuaires aussi, désormais, quelque part, ça ne vous regardait pas avant. C'était le curé, en l'occurrence, souvent dans un monde catholique, et qui gérait ça, au demeurant plutôt correctement. Mais maintenant, c'est fini. Même ça, les personnes disent, nous voulons avoir le contrôle sur notre cérémonie mortuaire. Nous voulons qu'il y ait telle musique, nous voulons qu'on fasse telle chose avec nos cendres, etc., etc. Même au moment où, quelque part, vous n'existerez plus en tant qu'individu pensant, vous voulez quand même avoir le contrôle, alors que vous devriez un peu vous en ficher. Eh bien non. Vous vous méfiez de votre famille et vous vous dites, je veux que tout soit écrit noir sur blanc, que je veux que le cercueil soit rose avec 2 petites poignées sur le côté et qu'on joue, je ne sais pas moi, le clair de lune de Rameau, ou je dis n'importe quoi, ou autre chose. Toujours cette capacité de contrôler notre destin et la mort, et y compris la mort elle-même, à la fin. Et à ce prix-là, pour obtenir ceci, ça signifie le faire peser dans nos décisions au quotidien, et quelque part de faire entrer la mort de façon rétroactive dès le début de notre vie. Voilà les questions sur lesquelles on travaille et sur lesquelles qui sont, je vous l'ai dit, très pratiques. Je ne vous parle pas de science-fiction. Je peux faire votre génome aujourd'hui. C'est extrêmement facile. En 2000, pour faire une analyse du génome humain,
c'était 2 ans de travail et 1 million de dollars à peu près. Bon, forcément, on n'en faisait pas un usage massif. Aujourd'hui, c'est 2 semaines pour avoir les résultats et c'est 53 $. Donc c'est pour tout le monde, tout le temps. Je vous remercie. Moi j'ai une question. Si j'ai bien compris, donc dans nos gènes, on arrive en les étudiant à savoir quelle est notre prédisposition à subir une maladie ou une autre. Voilà. Donc là, tu as parlé du cancer, mais il y a tout un tas de maladies comme ça qui sont pour lesquelles on est prédisposé en fait. Alors ma question, elle va être la suivante, c'est maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait étudier ce génome, qu'on connaît les liens avec globalement un certain nombre de maladies, pourquoi on n'impose pas à chacun de faire à un certain âge une étude de son génome? Vous avez peut-être vu un film qui doit avoir 10-15 ans, qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, où justement on est dans une société à la fois heureuse et totalitaire, dans lequel vous êtes entièrement votre fonction sociale est entièrement définie à partir de votre patrimoine génétique. Parce que madame qui est devant moi, par exemple, elle aurait bien aimé faire du dessin dans sa vie. Oui, mais ses gènes montrent quand même que là où elle sera performante, c'est la cuisine. Alors une société rationnelle ne va pas laisser gaspiller des ressources de madame et des ressources de la société pour la former un dessin, alors qu'elle finira mauvaise dessinatrice, alors qu'elle pourrait être une très bonne cuisinière. Donc je la signe à être cuisinière. La santé publique, c'est-à-dire la vision macro de santé des populations, a toujours cette tentation totalitaire pour le bien des gens. Certains d'entre vous fument peut-être. Ils savent à quel point le tabac est mortel. Ça va en tuer la moitié d'entre vous. Et on le sait scientifiquement, c'est indiscutable. Donc pourquoi ne pas interdire le tabac? Eh bien, dans nos sociétés libérales de liberté, on n'aime pas trop faire ce genre de choses. Et en même temps, on en paye le coût financier, parce que quand vous faites le choix de mourir du cancer, parce que vous fumez, là c'est un choix du coup, sur le tabac, c'est pas un choix si vous avez un gène de prédisposition, mais c'est un choix si vous fumez ou si vous buvez, eh bien vous allez coûter quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros à la société avant de mourir. Centaines de milliers d'euros qui pourraient avoir un usage beaucoup plus utile à la société que celui de vous soigner parce que vous avez fait le choix d'un vice. Alors, aujourd'hui, les sociétés trouvent des solutions médianes. Alors oui, on permet le tabac, mais on va mettre ce que les anglo-saxons, d'un terme très parlant, appellent les sin tax, les taxes sur le péché, et qui fait que votre paquet de cigarettes qui, quelque part, à la production, devrait coûter, je ne sais pas, moi, peut-être 20 centimes d'euros, on va vous le vendre 10. Parce qu'on calcule le coût de vos soins. Et on vous dit, en plus, ça pourrait avoir un effet dissuasif. Et ça, d'ailleurs, c'est très difficile à mesurer. Mais donc, nos sociétés hésitent toujours entre l'usage de la connaissance qu'elles possèdent pour prendre une décision, mais une décision qui serait une décision pour l'intérêt collectif et pour la personne, malgré elle. Et le fait de lui laisser le libre choix. Aujourd'hui, sur ces tests génétiques, par exemple, à quelques exceptions près, vous avez le choix de ne pas savoir. C'est-à-dire qu'on vous propose, vous arrivez chez le médecin malade, on devine que vous avez, on suppute qu'il pourrait y avoir une dimension génétique à votre maladie, on vous dit ça serait bien que vous fassiez un test. Vous acceptez ou pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Et si vous acceptez, vous allez faire le test, et on ne vous envoie pas, ça c'est la législation en France, ça peut être différent dans d'autres pays, on ne vous envoie pas la lettre chez vous. Elle est au laboratoire, vous devez aller la chercher. Sous-entendu, si vous changez d'avis, si oui, vous avez accepté le test, mais finalement, vous n'avez plus envie de savoir, vous pouvez ne pas aller chercher le test et la lettre sera au bout d'un moment détruite. Vous avez donc ce choix-là. Pour l'éthique, aujourd'hui, c'est toujours essayer de trouver les moins mauvaises solutions entre gris clair et gris foncé. Et c'est ça sur lequel on travaille. On peut faire des diagnostics préimplantatoires aussi. C'est justement, par exemple, si vous portez un gène qui chez vous ne va pas être exprimé parce que d'autres gènes vous protègent de ce gène défectueux-là, mais vous risquez de le transmettre à vos enfants chez qui il peut devenir actif et les condamner à mort. Eh bien, on peut trafiquer
l'ovule que vous, mesdames, vous allez produire pour enlever le gène défectueux et remettre le gène normal. Et là, nous sommes dans l'eugénisme. Dans de l'eugénisme pour sauver une vie qui sinon serait condamnée à avoir une vie de souffrance avant de mourir de façon très tôt. Et en même temps, vous commencez à trafiquer vos gènes pour avoir une meilleure qualité de vie, en l'occurrence. Et évidemment, on part toujours des cas extrêmes, des deux côtés. C'est-à-dire d'un côté, mais oui, mais si je transmets ce gène-là et qu'elle développe un syndrome de l'ifroménie, ma fille va mourir vers 28-30 ans après une vie d'atroce souffrance. Et de l'autre côté, ouais, mais les yeux bleus, c'est quand même mieux que les yeux verts pour draguer, donc j'aimerais plutôt qu'on lui mette les yeux verts. Vous voyez, je prends ces deux exemples pour vous montrer qu'à l'intérieur de ces deux polarités, tout va devenir extrêmement compliqué à choisir et à décider avec des interactions contradictoires entre ce que l'on sait, ce que la société voudrait, qu'on considère comme bon pour vous et ce que vous, en tant que personne, à un instant T, vous pouvez organiser comme préférence dans votre vie et dans votre mode de vie. Je continue les questions, après on va tourner, mais du coup, donc la médecine est capable de faire des prédictions. Mais des prédictions, c'est quoi une prédiction? C'est une précision à 10 ans, à 20 ans? Ça a quelle forme concrètement? Alors, c'est là où il y a à la fois de la médecine et très très vite du marketing qui s'est rajouté dessus, et ça peut vous intéresser. Il y a des gènes qui définissent de façon très forte si vous allez vivre ou mourir. Je vous ai parlé du HER2, des gènes qui interviennent dans le l'ifroménie, etc. Donc là, quelque part, vous êtes porteur du gène, vous allez développer la maladie et vous allez en mourir. Ok. Sauf que la plupart, ça c'est les cas les plus radicaux et les plus rares. La plupart du temps, ce sont des éléments de susceptibilité ou de prédisposition. Donc c'est un pourcentage en plus de prévision, de capacité à définir à l'instant T de la connaissance scientifique. Ce sont des choses qui ne font qu'aller en s'améliorant et en s'affinant. Et donc il y a des entreprises, parce que c'est très contrôlé en France et en Europe en général, mais beaucoup moins aux États-Unis. Je vous conseille d'aller voir un site qui s'appelle 23andMe. Vous savez que notre humanité est définie par 23 paires de chromosomes, donc c'est pour ça que c'est 23, et moi. Et donc, ils se sont amusés. Ils vous proposent de faire un décryptage total de vos gènes, et en vous donnant des éléments de prédisposition, y compris quand c'est le fait que vous ayez tel gène, ça modifie vos chances d'avoir un rhume, madame, ça vous fait passer de 3% à 3,2%. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est là aussi où vous, en tant que personne, vous allez interpréter ce chiffre-là. Est-ce que ça va vous paraître énorme que vous ayez 0,2% de plus de risque d'avoir un rhume, ou vous allez considérer que ce n'est pas la même chose? Mais ça va beaucoup plus loin. C'est qu'ils ont aussi amusé à faire une espèce de Facebook ou de mythique, comme vous voulez, de votre patrimoine génétique. C'est-à-dire de remarquer qu'avec telle autre personne qui a aussi fait le test génétique, eh bien vous avez tel pourcentage de gènes en commun. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus à même de développer des liens affectifs, amoureux, avec cette personne-là? Il y a des études sur lesquelles je ne peux pas juger de la scientificité, mais qui paraissent dans des revues sérieuses, qui montrent que, alors que notre différentiel génétique de l'un à l'autre est très élevé, de deux individus, comme par hasard, entre deux amis proches, il y a 1%, c'est-à-dire beaucoup plus que la moyenne en population générale, de gènes en commun. On ne sait pas pourquoi, mais on l'observe. Donc est-ce que ça veut dire que sans qu'on s'en rende compte, les proximités de certaines de nos spécificités génétiques jouent sur nos comportements amoureux, sur notre capacité à monter un business ensemble, à être efficace ensemble ou être amicaux ensemble? Oui, non, pourquoi? Et au fur et à mesure où on s'avance sur ce territoire-là, vous voyez bien que c'est toujours notre libre arbitre qui se réduit. Mais nous gagnons en efficacité. Mais en efficacité, pour quoi faire? C'est quoi la définition de l'efficacité dans ce cas-là? Donc aujourd'hui, on a ces chiffres-là et vous avez des gens qui vous disent, des entreprises qui vous disent, avec votre génome-là, je vous sens plus sucre, mais moins, parce que vous allez bien métaboliser le sucre. Par contre, évitez les brocolis. Là, je sens que vous n'allez pas très bien maîtriser les brocolis. Ça va induire que vous avez plus de chances de faire des gaz que d'autres personnes. On peut tout faire et tout dérouler. Et porter sur des choses que vous pensiez avant
entre guillemets, comme étant incontrôlable la vie ou le destin ou Dieu ou ce que vous voulez, ou rien du tout, eh bien là, vous avez des données quelque part qui fait que ces données génétiques colonisent votre conscience du futur. C'est étonnant. Et pourtant, ça investit notre quotidien de plus en plus. Alors, c'est vrai que ici, dans cette salle, des plus de 40 ans, il y en a peu. On est quelques-uns, hein, mais il y en a peu. Voilà. Mais c'est effectivement des discussions de cet ordre éthique qu'on commence à aborder, ce rapport à la mort, quand effectivement, potentiellement, on a quelqu'un autour de nous ou nous-mêmes qui sommes un peu touchés. Mais c'est bien que ça arrive aujourd'hui, déjà, de voir ça, de ce patrimoine génétique et de cette capacité à prédire notre avenir. Est-ce qu'il y a des questions particulièrement, parce que vraiment, ça touche à des choses assez sensibles de l'ordre de l'éthique, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dire à notre ami Lionel, qui, en plus de sa capacité scientifique, est aussi sociologue et philosophe, et du coup a une mesure de l'éthique qui pourrait être intéressante à bégayer avec lui, en tout cas ce matin. Oui, du coup, moi, la question que je me pose, c'est la question du psychosomatique, parce que s'il y a une personne sur deux qui a le potentiel de développer, du coup, est-ce qu'elle n'a pas une chance 0,5 quand on lui dit, en fait? Alors, la question que vous posez, je vais la transformer un peu dans mon vocabulaire à moi. C'est un peu la question de ce qu'on appelle la psychogénèse du cancer. C'est-à-dire en quoi nous avons une capacité, de par notre état psychique, de favoriser ou défavoriser l'apparition de la pathologie. Là aussi, il faut bien se rendre compte que cette réflexion, elle a pour origine ce sentiment en plus qui est plus marqué dans notre civilisation occidentale qu'ailleurs, qui est celui de la responsabilité individuelle. Quand vous détectez, moi j'ai fait beaucoup de consultations à côté des oncologues sur des patients, et quand on leur annonce cette maladie, vous pouvez quelque part décider que c'est le destin et que vous y êtes pour rien, mektoub, comme on dit au sud de la Méditerranée. Mais nous, on n'aime pas trop ça, les Occidentaux. On a un peu envie que ce soit de notre responsabilité. Et donc, les gens vous expliquent, ils vous disent « Ouais, mais c'est parce que j'étais trop stressé au travail. Ah, mais je comprends, c'est la période où j'ai divorcé, donc j'ai eu une charge psychique qui a entraîné le cancer. » C'est ça, cette théorie qu'on appelle la psychogénèse du cancer, c'est-à-dire que votre état d'esprit a un impact sur le fait que vous ayez développé cette maladie. Ou inversement, quand vous êtes malade, il y a des gens qui vous disent « Mais moi, je suis un battant, je vais me battre. » Et ça va changer le destin de la pathologie. Ce à quoi les oncologues sont pour le moins un peu dubitatifs, parce qu'il y a énormément d'études qui ont été tentées pour valider ou invalider cette théorie. Et à l'instant T de la science, ça peut changer demain. À l'instant T de la science, il n'y a pas une étude qui prouve que le moral change d'un point le taux de survie ou le taux de mortalité de la maladie. Mais ça, les gens n'aiment pas trop l'entendre, parce que quelque part, si demain vous tombez malade, vous avez envie de vous dire que vous pouvez, au-delà des traitements sur lesquels vous avez peu de contrôle, vous avez envie de vous dire que vous avez une capacité d'intervenir là-dessus et que vous allez vous battre et que vous allez avoir un moral dans un sens ou dans l'autre. Ou inversement, vous écroulez, et puis en particulier vos proches qui vont vous dire « Mais tu ne te bats pas, et c'est pour ça que tu vas mourir. » Donc c'est lui remettre la responsabilité à lui sur l'individu. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui permettent d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais pour continuer dans cette donnée, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand je vous parle de prédisposition génétique, il n'y a pas que ça qui développe un cancer. Vous pouvez avoir le meilleur patrimoine génétique du monde. Si vous fumez 3 paquets par jour, je vous promets que 25 ans plus tard, vous allez développer un cancer des poumons grave. Si vous habitez à côté de la centrale de Tchernobyl, vous pouvez être bio jusqu'au bout du coton bio sur votre tenue. Il s'avère que très vite, vous allez développer des leucémies et vous allez mourir. Donc n'oubliez pas que les questions... Alors, l'impact psychologique, je vous dis, on n'a pas de données sur ça, mais que le cancer, et comme beaucoup de choses, sont polyfactoriels, et que donc il y a beaucoup d'éléments qui viennent se rajouter et donc perturber la prédiction statistique, pronostique de la pathologie et des traitements qui vont avec. Alors, tu parles du contexte comme un facteur aggravant potentiel, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des contextes favorisants potentiels ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut
dans ce génome, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut, comment dire, en ayant les fameuses prédictions, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour anticiper ou améliorer ou faire quelque chose contre ça? Ça dépend des cas. Quand je vous parlais du lifroménie, c'est niet. Donc lifroménie, si vous l'avez, de toute façon, vous développerez les maladies, quoi que vous faites, quel que soit le comportement que vous ayez. Mais comme je le disais tout à l'heure au sujet du cancer du sein, mesdames, si vous respectez tous ces éléments un peu difficiles quand même, si vous voulez être une femme libre, indépendante et autonome, de devenir une maman de 6 enfants, vache à lait, qui a un mode de vie des plus straight, oui, vous pouvez intervenir dessus, mais à quel prix? Et c'est ça la question quand on parle de... Vous voyez, dans la prévention, c'est toujours justement de vous dire attention, ces comportements et ces comportements-là, ils ne sont pas bons. L'alcool, le tabac, le café, le diesel, etc., etc. Et donc, mais vous, comment, de toutes ces limitations ou sous ces obligations, ces injonctions de bon comportement, vous vous en faites pour développer quelque chose? Et c'est là où la prévention est extrêmement normative et d'une certaine façon aussi donc moraliste au sens péjoratif du terme, parce qu'elle veut contraindre votre vie pour votre bien. Et elle a raison sur le papier. Sur le papier, elle a raison. Mais c'est quoi la vie qui va... Est-ce que c'est la bonne vie que celle qui va avec cette orthopraxie-là? Ce qui nous amène à se poser la question de la santé et, pour reprendre une expression que je vole un peu à Winnicott, de la suffisamment bonne santé. C'est-à-dire qu'on peut voir la santé comme quelque chose qu'il faut préserver à tout prix et maintenir notre capital santé, c'est intéressant comme expression, c'est l'économie qui rentre dans le domaine du biologique, notre capital santé le plus élevé possible. Ou alors, vous pouvez voir ça de façon inverse, non pas d'une économie du stockage, une économie de l'économie, mais une économie de la dépense, en disant j'ai un corps, j'ai un capital, il est là pour vivre et pour jouir. Et je le dépense. Et évidemment que je vais l'user et le consommer, mais en échange, j'aurais eu une vie qui m'a plu. Oui, j'aurais eu des comportements à risque en sexualité, en toxicomanie, légale ou illégale, mais j'aurais profité, j'aurais aimé, j'aurais joui, et à la fin, j'en accepte et j'en paye le prix. Sauf que là où c'est la limite de l'exercice, c'est qu'évidemment, quand vous êtes en plein effort, en pleine forme, vous vous dites « jouissons ». Et puis, 20 ans plus tard, quand vous payez, vous vous dites « ah mais non », parce que ce n'est pas la même personne, celle qui a joui à 20 ans et celle qui tombe malade à 50. Et ensuite, par-dessus, je le répète, il y a toujours le regard de la société. La société qui vous dit « mais attendez, moi je suis là pour vous protéger ». Welfare state, État-providence. Mais donc du coup, j'ai le droit un peu de me mêler de votre mode de vie quand même, parce que c'est moi qui paye à la fin. Voilà des questions complexes qui opposent le vous présent et le vous futur. Et le problème de la jouissance et de la prévention, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes temporalités. Si vous avez, par exemple, vous faites attention à votre ligne, ben, le plaisir du gâteau que je vois là-bas, si je le mange, le plaisir est immédiat. Le prix à payer, le bourrelet qui va faire que je serai moins séduisant après avec les jeunes filles et que je pourrai courir moins vite au sport, il est après-demain ou après-demain. Et inversement, le bon comportement, le côté pénible, je dois aller faire mon jogging d'1 heure, c'est tout de suite que c'est pénible. Alors que le bourrelet en moins, qui va me permettre de séduire la jolie femme ou le joli homme, comme je veux, il est que probablement, possiblement, dans 6 mois ou dans 1 an. Donc vous voyez, il y a ces problèmes aussi de temporalité entre le comportement et les conséquences du comportement qui rendent très complexe cette gestion de la prévention. Ça fait penser à la postphase de substance morte de Philippe Cadic, où ils s'énervaient en quelque sorte parce qu'ils avaient abusé des stupéfiants, mais sans savoir à l'époque toutes les conséquences délétères. Et il fait une liste d'amis qu'il a perdus par rapport à ça. Il était presque furieux parce qu'il disait on jouait, mais on ne connaissait pas les conséquences. Et c'est à ça que m'a fait penser l'intervention. Et d'autre part,
comme Cédric disait, obliger les tests à toutes ces personnes, en plus ça crée des données que les assurances seraient ravis d'avoir. Pour moi, c'est peut-être c'est une perversion, peut-être que pour d'autres, ce serait autre chose en fait. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça. Alors c'est deux sujets tout aussi intéressants mais différents que vous soulevez. Alors le premier, c'est vrai que ça a été un débat à certaines périodes historiques. On n'a pas tout de suite su que le tabac était cancérigène. Et donc il y a eu une période dans les années 50-60, très bien documentée d'ailleurs, des guerres entre les experts médicaux et les multinationales du tabac pour savoir si oui ou non le tabac était toxique. Évidemment le modèle, parce que l'épidémiologie était encore un peu fragile et il n'y avait pas l'appui sur la génétique à l'époque. Et donc, on vous sortait toujours Monsieur Dupont, 90 ans, 3 paquets par jour, et qui est en pleine santé. Donc, pourquoi, si le tabac était toxique, pourquoi Monsieur Dupont était en bonne santé? Et là, évidemment, les médecins disaient non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut prendre 1000 Monsieur Dupont et les suivre pendant 20 ans, sauf que c'est très compliqué, du coup, pour vérifier ça. Donc, il y a eu cette première étape pour, en effet, c'était peut-être la conclusion de l'auteur que vous citez, de dire on ne savait pas. Ce que j'observe quand même aujourd'hui, c'est qu'on sait et que ça n'empêche pas la consommation de tabac. Donc ça veut dire quand même, enfin je ne sais pas si aujourd'hui, même si je pense que les gens qui prennent quelque part de la cocaïne, ils savent très bien que ce n'est pas bon pour la santé la cocaïne. Mais ils ont décidé justement dans cet usage de consommation de leur capital santé, qu'ils préfèrent avoir l'avantage de la cocaïne à l'instant T et peut-être payer le prix de la dépendance ou de la maladie plus tard, plutôt que de ne pas se profiter de ce plaisir-là. Surtout qu'il y a un comportement là aussi psychologique très humain, qui est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Ça, c'est très bien connu. C'est-à-dire que je peux vous montrer des statistiques en vous montrant que, mesdames, sur le nombre que vous êtes, vous trois, de toute façon, statistiquement, vous allez développer un cancer du sein. Mais dans la pratique, comme c'est 3 sur 10, vous allez toujours vous dire « Non, mais ça ne sera pas moi. Moi, je vais passer entre les gouttes d'eau. » Ça, c'est un comportement naturel et qui perturbe en effet la capacité prédictive, de prévention. Pardon. La deuxième question que vous posez, alors, ne soyons pas trop méchants quand même avec les compagnies d'assurance, en ce sens que ce qu'elles veulent souvent savoir à ce stade-là, ce n'est pas tellement savoir si vous ou non vous êtes un bon cas à assurer. Ce qu'elles veulent savoir, c'est dans 20 ans, combien je vais avoir de cancer du poumon pour, à l'avance, prévoir les dépenses, les ceci, etc. Elles s'intéressent plus aux questions de volume qu'aux questions de personnes. Donc c'est là où... Mais de toute façon, on est bien d'accord, je dirais. On revient sur ces thématiques-là, du fait qu'au fur et à mesure où vous êtes capable de prédire les choses, vous êtes de moins en moins libre. C'est toujours l'éternelle question. L'amélioration de la connaissance de votre futur, ce que j'appelle la colonisation de votre futur, c'est restreindre peut-être moins la question de la réalité de votre libre arbitre que l'illusion utile de votre libre arbitre. C'est de se dire, je préfère ne pas savoir. Et aujourd'hui, mais ça peut changer, il suffirait que l'ère du temps, que la société se modifie. Aujourd'hui, on privilégie toujours la volonté de ne pas savoir. Elle est permise. Mais avec des situations paradoxales. Je prends un exemple. On essaie de lutter, on a raison, contre ce qu'on appelle le paternalisme médical. En gros, le médecin qui décide pour vous, parce qu'il sait ce qui est bon pour vous, il a la compétence technique, et donc il va vous dire ce que vous devez faire. On essaie de lutter contre ça, et donc on a développé ce que les anglo-saxons appellent la démocratie sanitaire, quelque part le sujet, la personne qui participe à son traitement. Sur le papier, rien à dire, mais dans la pratique. Je suis désolé, je prends toujours mon public féminin devant moi, madame, donc venez, je suis le médecin, et je vous dis, bon ben voilà, donc vous avez un cancer, donc on a plusieurs possibilités de traitement, certaines ont des avantages, des inconvénients, que je vous explique. Qu'est-ce que vous choisissez? Excusez-moi, quand vous êtes dans l'état mental, psychique d'apprendre que vous avez une maladie grave, mortelle, qu'on vous présente des choses assez complexes, et puis parce que c'est complexe les traitements, et qu'on vous met en position de devoir choisir, c'est horrible. Vous n'en êtes absolument pas capable. Et donc forcément, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, vous, docteur, vous feriez quoi? Alors, le docteur dit, moi j'ai mon idée, mais ça serait bien que ce soit vous qui choisissez. Enfin, vous voyez, ce qui est une bonne idée sur le papier en termes d'amélioration des comportements démocratiques, y compris dans le secteur de la santé, dans la pratique d'une relation interindividuelle et de vous, pauvre petit individu,
qui tout d'un coup se prend cette grosse claque dans la tête, qui est la mise en danger de sa vie et la proximité de la mort, qui n'est plus du tout une abstraction, puisque c'est là notre sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la mort est tout à fait supportable. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas là. Parce que je reviens exactement à ce que disait notre stoïcien du début. Ça ne nous regarde pas. Évidemment, vous savez tous ici que dans 3 minutes, un Boeing ou un Airbus, espérons-le, pour la France, tombe sur cet immeuble et nous tue tous. Vous savez que c'est possible sur le papier, mais c'est tellement abstrait que ça ne vous concerne pas. Aujourd'hui, avec les connaissances médicales et techniques que l'on a, ça devient infiniment moins abstrait. Je vais vous donner des dates, des chiffres et des probabilités avec lesquelles vous allez devoir vivre pour penser la mort. Sur ce dernier point, moi je vous rejoins à 500%. Là, c'est la seule certitude qui nous réunit tous ici dans cette pièce. On va mourir. Hein, c'est la seule certitude. On n'a pas la certitude tous qu'on aura des enfants, qu'on voyagera en Argentine. Pour autant, je trouve que c'est vraiment le plus grand déni qu'on affronte tous. Hein, il faut se lever un vendredi matin à 8h pour parler de la mort tous ensemble. C'est pas un sujet qu'on aborde. Est-ce que vous avez déjà fait ce petit exercice surréaliste d'imaginer, et si nous étions dans une société où on connaissait tous notre date de mort? On serait des individus de 23 ans, de 53 ans, de 67 ans. Quelle forme, qu'est-ce que serait la société si, au lieu de me présenter à vous en disant « je m'appelle Laure, je suis le 15 mai 85 », ce serait « je m'appelle Laure, puis je mourrai le… » Oui, je suis dans un tel déni que j'ai pas envie de jouer à l'exercice jusqu'au bout. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une société comme ça ? Alors, la science, je ne sais pas, mais la littérature ou les arts de façon générale l'ont fait. Ce que les outils dont je vous parle peuvent définir, c'est une partie de votre mortalité, entre guillemets, programmée à la naissance dans votre corps. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres facteurs. Je peux savoir un jour que vous êtes programmé de façon définitive pour mourir entre 47 et 52 ans d'un cancer du foie. Ça, c'est possible, c'est tout à fait imaginable. Sauf qu'il n'empêche que si vous décidez de vous radicaliser et d'aller vous faire exploser avec une ceinture d'explosifs dans une école, vous allez accélérer la date d'arrivée. Donc vous voyez, c'est là où il y a toujours une variable comportementale qui est un élément parmi les notions déterministes biologiques dont nous parlons. Mais je crois que mais je ne peux que croire, ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Si on a, ce ne serait plus une société humaine au sens où nous entendons l'humanité si nous arrivions à ce niveau de certitude. Soit c'est parce que nous aurions une entité supérieure qui nous dirait ces informations et qui nous dirait que de toute façon nous sommes programmés pour faire ceci et qu'elle va faire et que ça ne change pas. C'est que vous pouvez avoir que vos comportements n'influeront pas sur cette destinée. Mais ça, sauf si demain Dieu se métamorphose et vit parmi nous en nous expliquant cela, ça n'arrivera jamais. Et pour le reste, l'humanité est suffisamment bien faite pour justement ne pas en être capable. Et là où vous voyez, quand vous me parlez du déni de mort, ou quelque part, on pourrait penser que vous le critiquez. Moi, j'y vois la condition de la vie. C'est parce que justement, nous sommes capables de ne pas prendre… Nous ne sommes incapables de penser la mort telle qu'elle va arriver, que nous sommes capables de vivre. Parce que si nous connaissions, si nous étions capables que la mort fasse irruption dans nos vies de façon assez claire, toute vie ne serait plus possible. Et je pense que nous nous écroulerions en tant que société et en tant qu'individu. Nous sommes ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, justement parce que, un, nous sommes dans l'ignorance, et que deux, même quand il y a de la connaissance, nous avons la capacité de ne pas la prendre en compte. C'est ça qui nous définit aujourd'hui en tant qu'humains qui pensent pouvoir être libres d'une partie de ses actes. Alors il y a un élément que nous on connaît bien dans notre secteur médical, c'est ce qu'on appelle le remaniement existentiel. Les
Les gens qui, le jour où ils apprennent qu'ils ont une menace de mort forte, là, bien réelle, ils ont un cancer grave, et on le soigne, et a priori, on pense qu'à l'instant T, en tout cas, qu'ils sont guéris, même s'ils peuvent faire des rechutes, il y a souvent un remaniement existentiel qui les pousse à réorganiser leur système de valeurs suite à cette expérience-là. Et c'est peut-être ce que vous me décrivez avec votre ami. C'est-à-dire quand justement la mort, qui est une abstraction globalement pour nous tous, et je l'ai dit, c'est tant mieux, devient à un moment donné infiniment plus présente, elle transforme votre rapport au réel et à la réalité. Et il y a cette réflexion de Spinoza, le philosophe, sur ce qu'il appelle les passions tristes et qui on peut un peu rattacher au stoïcisme. Il y a deux choses qu'il n'aime pas beaucoup, et on retrouve ça aussi dans certains éléments du bouddhisme, c'est la nostalgie et l'espoir. La nostalgie et l'espoir sont deux menaces, parce que la nostalgie nous renvoie à un passé qui de toute façon n'a plus rien à voir avec nous parce qu'il est passé. À quoi ça sert de vous rappeler les souvenirs des gens que vous avez perdus? Ça vous rend juste malheureux, c'est juste une espèce de drogue malsaine qui à un moment donné vous renvoie comme si elle était là, alors que juste après vous vous rappelez qu'elle n'est plus là. Donc ça, c'est la nostalgie, passion triste. Et la deuxième chose, c'est l'espoir, parce que l'espoir, c'est fantasmer sur quelque chose sur lequel vous ne pouvez rien, puisque par définition, c'est dans le futur, et que vous êtes ici et maintenant. Et vous avez souvent cette phrase en philosophie qui dit que les seules personnes importantes, c'est nous, ici et maintenant, parce que nous sommes ensemble dans l'instant présent. Et que tout le reste n'est que littérature au sens péjoratif du terme. Est-ce que dans 20 ans, disons, on pourrait imaginer lors d'un processus de recrutement en entreprise qu'un DRH demande justement un décryptage du génome, comme on peut avoir aujourd'hui des DRH qui sont en face d'une candidature d'une femme de 30 ans et qui veulent poser la question: est-ce que vous avez déjà eu des enfants, est-ce que vous en voulez, ce genre de choses. Est-ce que c'est... Après, en effet, vous savez que c'est illégal. Aujourd'hui, la question que vous voulez poser pour les femmes, et en même temps, vous savez bien que, même si je vais être franc, moi-même, qui il m'arrive d'être recruteur, et c'est clair que en recherche, on fonctionne avec des contrats à durée limitée. Vous savez, donc vous avez l'argent pour une certaine période. Et si je recrute une femme qui a fait des études longues, qui n'a pas d'enfant, je me dis, est-ce qu'elle ne va pas profiter du fait que je vais lui coller un CDD pour faire son gamin et se mettre en... Voilà. C'est un problème que l'on a. Et même si la loi nous interdit de le faire, ça ne nous empêche pas de nous poser à minima la question, voire de dire, et alors, de regarder si elle a une alliance, enfin d'avoir des espèces de stratégies de contournement du problème. Donc, j'ai tendance à penser que, en tout cas dans nos sociétés démocratiques, on va encore un certain temps empêcher ce genre de choses, peut-être pour tout le temps, peut-être pas, je ne suis pas prophète, ni voyant, pas sur ça en tout cas. Ça ne va pas empêcher que on peut peut-être trouver des systèmes de détournement de ça, mais comme on peut l'avoir sur d'autres choses. Donc il y a toujours une menace d'introduction dans votre vie privée pour chercher des données qui vont nous intéresser pour votre vie professionnelle. Mais ça, ce n'est qu'un facteur parmi les autres. Je ne pense pas que ce soit, évidemment, ça ne sera pas légal, mais est-ce qu'on ne trouvera pas des solutions pour savoir avoir des informations? Ça, je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'on a, pardon, j'ai une question. Est-ce qu'on a des études sur la proportion justement de gens qui seraient intéressés par le fait de décrypter leur génome? Est-ce que, je ne sais pas, dans la population alors on n'a pas d'études sur ça, mais on sait qu'il y a des sites qui vous vendent de ça, je vous parlais de 23andMe, et qui se développent beaucoup. Et vous avez des sites mythiques, enfin type mythique, de rencontres qui vous proposent de faire votre génome pour justement trouver la personne génétiquement compatible. Après, je pense qu'on est plein d'autres à ne pas être intéressés par ça, parce qu'on est sur d'autres types de facteurs d'atomes crochus. Mais donc, vous avez, à partir de ces outils qui existent et qui, pour le moment, sont quand même fragiles, mais qui s'améliorent vite, vous pouvez avoir toute une série d'impacts sur les comportements et sur la société qui vont, comme à chaque fois, prendre ces outils-là pour se les approprier d'une façon X ou Y pour faire du marketing, du commerce, de la santé ou de la vie amoureuse. Voilà, merci. C'était un... Voilà, comme quoi la mort, en fait, il y a moyen d'en parler, et d'en parler. Même si c'est effectivement sensible.
C'était pas le sujet le plus simple, et pourtant c'était un des plus intéressants qu'on ait eu à traiter là dans les Creative Morning le matin. Voilà, donc l'idée c'est là pour nous on va s'arrêter, et du coup il y a un petit déjeuner qui nous est offert, et il y a donc les Creative Morning, ça continue. Il y aura juste une pause pour information le mois prochain, puisqu'on se retrouve au milieu des fêtes de Noël, et donc on vous donne rendez-vous en janvier pour la prochaine édition. Et n'hésitez pas à regarder tout ça sur lescreativemorning.com. Voilà, merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose, Lionel, pour dire au revoir? N'ayez pas peur de vivre avec votre incapacité à penser la mort. Voilà. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.